Livy, pour la santé de tous. Anxiété, mal-être, dépression, nombreuses sont les raisons qui peuvent affecter notre comportement, notre quotidien et nos relations. Parler peut aider. Et si en parler à ses proches s'avère difficile, il est possible de consulter un professionnel qui saura vous écouter. Avec Livy, trouvez le soutien dont vous avez besoin auprès d'un psychiatre en téléconsultation depuis chez vous. Prenez rendez-vous facilement avec l'un des psychiatres disponibles sur livy.fr ou sur l'application Livy. Livy, pour la santé de tous. Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh là. Il est parti. C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Micro-ondes. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver. Micro-ondes, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. On est parti pour une petite heure ensemble à débriefer l'épisode de Top Chef saison 12 qui a eu lieu mercredi soir, hier soir pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, une brigade de choc comme toutes les semaines dans ce podcast. Tout d'abord, Sébastien Polomeni. Salut Seb. Salut Raoul, encore une fois présent, je passe les épreuves semaine après semaine. Ouais, tu es très régulier, tu es à l'image d'un Mathias maintenant, archi favori dans la brigade micro-ondes. Attention à Sébastien et l'autre commis, je sais pas comment on dit, candidat du coup. Bref, on est avec Lucas Vola aussi, salut Lucas. Salut Raoul, salut à tous, moi j'ai hâte de voir arriver Stone Blumenthal. Apparemment il est partout, donc oui. Je me dis que il est peut-être dans ce podcast, ça serait beau. C'est vrai, on va revenir messieurs sur les deux premières épreuves de ces quarts de finale de la saison 12 de Top Chef. On a été assez, je crois qu'on est assez content de l'émission d'hier messieurs, on va en reparler tout de suite, mais voilà, globalement j'ai l'impression que tout le monde a passé un bon moment, notamment tu l'as dit Lucas, grâce au chef Blumenthal. On va revenir là-dessus, on va faire nos flops et nos tops. On n'a pas vraiment de power ranking puisque il n'y a pas d'éliminé par rapport à la semaine dernière, donc on fera peut-être un petit prono au doigt mouillé de ce qui va se passer pour la suite des épreuves. En tout cas, on est parti pour le débrief et tout ça, c'est après un petit jingle. Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous? Bon, pourquoi pas. Bon, je goûterai un peu, mais je juge pas. Et j'ai senti un truc long. Il y avait un truc long, comme ça, qui m'a juté dans la bouche. 3, 2, 1, top, c'est terminé. Messieurs, les premières épreuves de ces quarts de finale, on l'a dit, le format est le même que les années précédentes, à savoir 4 candidats, 1 par brigade, des épreuves avec un gagnant à chaque fois, chaque gagnant se voit attribuer un pass, et dès qu'un candidat a atteint les 2 passes, il est qualifié pour les demi-finales et ne participe plus à la suite des épreuves. Hier, on a eu 2 épreuves, la première remportée par Mathias et la deuxième par Pierre, donc à l'heure où nous enregistrons ce podcast, les scores sont les suivants, 1 passe pour Mathias, 1 passe pour Pierre et 0 pour Sarah et Mohamed, les 4 candidats encore en lice. Alors, la première épreuve, messieurs, on nous fait une mise en scène assez rigolote d'ailleurs, j'avais jamais trop vu ça sur Top Chef où d'habitude les candidats sont à leur plan de travail et puis on dit on accueille tout de suite le chef machin et là le chef machin arrive, tout le monde fait des grands yeux, la post-interview avec un candidat qui dit oh là je vois le chef machin arriver. J'ai des papillons dans le ventre, hein, très bien. Et là, on nous a fait une espèce de mise en scène incroyable. Alors, on nous a dit un chef anglais. D'abord, on a fait goûter son plat. J'ai pas trop compris ce que c'était. Seb, est-ce que t'as réussi à comprendre le plat, ce qu'il y avait dedans? Moi, je les ai juste vu kiffer, mais j'ai pas compris ce que c'était. Ouais, non, là, je me rappelle vraiment plus du tout ce qu'ils ont dégusté. Là, c'est vrai que ça faisait, tu arrives, ça faisait un peu décor James Bond. Ouais. Donc ambiance noire, table blanche, le coussin qui flotte. Donc le coussin qui flotte, enfin le contenant qui flotte, ça a été déjà fait sur le meilleur pâtissier, il me semble, la saison dernière. Il devait faire un gâteau comme ça.
Et après, donc, le siège qui se tourne, le chef qui sort. C'est très James Bond. Oui, c'est vrai que ça c'est un peu méchant de James Bond, t'as raison. Lucas, cette mise en scène, c'est rigolo, je trouvais ça sympa. Alors moi, par contre, je m'attendais à Gordon Ramsay. J'avoue que je connais pas d'autres chefs anglais, forcément. Eston Blumenthal, tu connais bien Lucas, je crois, non? Oui, un grand ami, Eston Blumenthal, on discute souvent ensemble. Non, je connaissais pas forcément. C'est vrai que quand on entend chef anglais, on pense quasi exclusivement à Gordon Ramsay. Après, la mise en scène, moi, j'ai plutôt apprécié. C'était plutôt sympa, c'était bien fait. La seule chose, c'est que derrière, et ça l'a été, je le dis avant, mais derrière, le chef a intérêt d'avoir du charisme. Parce que si ils font tout ça et que derrière, le chef a pas forcément de charisme ou c'est un peu plus compliqué, ça tombe un peu à l'eau. Alors que là, en l'occurrence, Blumenthal, il en avait. Il a été très bon, j'ai trouvé. On aura l'occasion d'en parler sur les 2 épreuves, mais là d'entrée, il a été bon. Ils avaient tous une oreillette, on s'attendait à qu'il parle anglais. Finalement, il a parlé français quasiment tout le long en donnant des mots anglais, à peu près comme tous les candidats de Top Chef en fait. Quand il dit twist en anglais, c'est comme tous les candidats qui disent twist. Donc non, je l'ai trouvé très bon, très sympa. Et puis d'entrée de l'épreuve, ils ont posé les bases, donc c'était plutôt cool. Alors première épreuve du food pairing, de l'association des saveurs, et apparemment le chef Blumenthal, sa spécialité, c'est d'associer des saveurs qui sur le papier n'ont pas l'air de s'associer aussi naturellement que ce qu'on pourrait croire. Et là les candidats se retrouvent donc chacun avec une association qui leur est imposée. De mémoire, Mathias, il a la banane et le persil. Pierre, il a les asperges et le réglisse. Mohamed, qu'est-ce qu'il a, Mohamed? Les olives. Ah oui, les fraises et les olives, oui, en mode feta, salade de tomates feta. Et Sarah, c'est pareil, j'ai oublié. C'est le chocolat et le bleu. Le chocolat et le bleu. Comme ça, alors, mais tu vas pouvoir me corriger, Seb. J'ai l'impression que fromage et bleu, fromage et chocolat, en l'occurrence le bleu et le chocolat. Pour moi, c'est une association pas connue, mais je sais qu'elle fonctionne et tu vois, instinctivement des 4, j'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit ça, j'aurais pu éventuellement imaginer un truc. Les autres peut-être un peu moins, mais ouais, celle-ci ça me parle. Est-ce que c'est une association qui est connue, fromage et chocolat? Moi personnellement, alors là, c'est instant vie privée, je déteste le fromage. Aïe. Là franchement, là je serais tombé sur ça, j'aurais été dégoûté quoi, un peu comme Mathias et sa banane. Ouais, on va en reparler. Mais après, tu peux faire quelque chose de sympa, une sorte de bonbon au fromage avec une coque en chocolat. J'aurais pu tenter ça. Après, moi, perso, le plus simple entre guillemets, ça aurait été la banane et le persil. Tu trouves ça facile, justement? Moi, je me rendais pas compte. Ouais, je pense parce que le persil, c'est pas très marqué comme plante. La banane, c'est plutôt neutre aussi. Donc, je pense qu'il y a moyen de bien associer les deux et d'apporter un petit twist. pour relever le plat. Lucas, toi, qu'est-ce qui t'aurait fait envie dans ces 4 associations? Est-ce qu'il y en a une que t'aurais bien aimé goûter au-delà du plat qui a été réalisé par le candidat? Au-delà des plats qu'on a vus, par curiosité, j'aurais dit asperge réglisse. Parce que pour moi, c'était celle qui était la moins évidente, dans le sens où à chaque fois qu'on voyait les candidats découvrir les 2 aliments, forcément, on se disait, c'est vrai que de base, j'aurais jamais pensé à banane persil, mais une fois qu'on les a vus, je me disais, c'est vrai que ça peut, c'était logique. Ils prenaient vraiment des aliments qui étaient loin, mais qui pouvaient être rapprochés. Donc, forcément, l'épreuve était difficile, mais pas impossible. Donc, il y avait de quoi faire. Mais à chaque fois, je me disais, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que l'asperge et la réglisse, j'ai trouvé ça compliqué. Donc, du coup, je me dis, par curiosité, peut-être tenter ça. Après, une fois que j'avais vu les plats des 4 candidats, j'aurais tout tenté. Honnêtement, j'ai trouvé qu'ils ont été plutôt bons. Et du coup, les 4 me faisaient envie. Alors les 4, est-ce que je me souviens? Oui. Alors en l'occurrence, on l'a dit, Mohamed, il nous fait une espèce de un peu de salade comme une tomate feta, mais sauf que c'est de la fraise et de l'olive. Et je crois il fait alors ça y est, depuis qu'il a découvert la cuisine moléculaire, il en peut plus. Il nous a refait une espèce de feta au gaz carbonique, je sais pas quoi. Ça avait l'air pas mal. Moi, j'avoue que c'est l'espèce de tasse un peu de Sarah avec le
le jus à côté et tout un peu à l'intérieur. Le chef Blumenthal avait l'air de dire que c'est compact. Moi, j'avoue, quand la cuisine est un peu costaud, ça me déplaît pas. Donc, je pense que j'aurais bien aimé goûter ça. Et en fait, j'ai trouvé que le chef, et ça c'est assez cool par rapport à d'autres qui sont très dithyrambiques sur tous les plats, il était assez mesuré dans ses propos et du coup c'était pas évident de savoir ce qu'il a préféré. D'ailleurs j'étais assez surpris que Mathias gagne. Le plat de Mathias, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a foutu son persil en mode comme qui avait fait ça l'an dernier? Il y a déjà un candidat qui avait tapé partout, Diego je crois. Diego, il tapait comme ça dans ses assiettes, là, il en foutait partout sur les plats de Maury, je me souviens, bref. Et il fait ça au persil au fond, et il fait une espèce de chips de banane plantain par-dessus. Avec son condiment banane brûlée. Ouais, c'est ça. Et ce qui a fait la différence, je pense, c'est son tartare banane persil avec le jus de citron. Ouais. Qui a fait le lien entre les deux ingrédients. C'est ça, c'est ce que le chef a l'air de dire. Disclaimer, les chips de banane plantain, j'ai goûté une fois, c'est absolument dégoûtant. Hein. Voilà, sachez-le. Pourtant, j'aime bien la banane. Hein. Donc voilà. Ça c'est fait. Et le dernier plat, Pierre. Pourquoi j'arrive plus à me souvenir de ce qu'a fait Pierre? Oui. Il fait son espèce de, il fait un siphon, je crois, d'asperges et à côté il fait des petites asperges enroulées dans du lard, ça c'est bon, avec de la réglisse et il arrive à foutre le bouillon. Ah oui, les coques. Il fait cuire des coques dans le bouillon de réglisse. Voilà, j'avoue que les 4 plats me faisaient pas forcément autant envie parce que sur le papier les associations sont pas évidentes. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé de la dégustation de votre côté, Lucas? Est-ce que l'épreuve avait l'air réussie pour toi ou est-ce que ça aurait pu être un peu plus explosif? Je ne sais pas. Moi, je l'ai trouvé réussi. Après, c'est vrai qu'au niveau de la dégustation, le chef Blumenthal, il n'était pas forcément dithyrambique, mais il a donné les bons points un peu à tout le monde. Après, c'est vrai qu'il avait des choses à redire aussi par rapport à chaque plat. Il a quasiment donné un petit bémol sur tous les plats. Après, j'ai trouvé que cette épreuve, parce que donc, depuis le début de la saison, on nous parle, c'est la saison de la créativité, C'est pas l'audace cette saison Je sais plus. Non, c'était l'an dernier. Ouais. Pardon. Je pense que la créativité sans limite. Ouais, c'est ça. Il le répète tellement de fois que j'ai du mal à imaginer que tu l'aies oublié, Raoul. Mais c'est vrai qu'ils le mettent à toutes les sauces, hein, c'est le cas de le dire. Vraiment. Et parfois, on se dit, bon, oui, là, c'est de la créativité, mais ça aurait marché avec l'audace, justement. Ça aurait marché avec un peu tous les mots et tous les adjectifs, tous les noms qui donnent depuis quelques années. Mais là, j'ai trouvé que vraiment, la créativité, c'était le bon mot parce que ils n'avaient pas l'air de savoir, je pense pas en tout cas qu'ils connaissaient les associations avant. Ils le découvrent sur le moment et là, ils ont intérêt d'être créatifs parce que, voilà, banane persil, c'est certainement pas quelque chose qu'ils ont fait ou testé avant. Fraise olive, c'est pareil. Et là, ils ont intérêt d'être créatifs créatifs en peu de temps. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment, ça collait vraiment avec le thème de l'année. Ouais, on a eu un moment rigolo d'ailleurs avec Mathias qui déjà n'aime pas la banane et qui, on aurait dit un enfant là qui goûte en se bouchant le nez, ça m'a bien fait rire et qui a l'air de passer vraiment. Il dit 5 minutes à bugger au début, à pas savoir quoi faire. C'est rare, ça lui arrive pas souvent. Alors peut-être effectivement qu'il connaît pas le thème là où il connaît un peu avant. Mais Seb, est-ce que du coup tu t'es inquiété entre guillemets pour Mathias à ce moment-là en se disant qu'il pouvait peut-être passer à côté de son épreuve? Au début, comme c'est parti, oui. Parce que quand tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Après, tu es quand même obligé de goûter. Bon, après, la banane, mais je comprends pas ceux qui n'aiment pas la banane. Non plus, mais bon. Oui, on embrasse Raphaël Mesmejean, bien sûr. Ouais. Mais non, après, bon, tu es cuisinier. Bon, enfin, moi je dis ça sur mon canapé, bon, c'est pas mon métier non plus. Mais, toi, t'aimes pas le fromage, alors bon. Voilà. Ouais, mais après, tu vois, de base, des 4, c'est la première idée qui m'est venue, c'était sur le plat de Sarah, quoi. Ah ouais. Ouais, sur ça. Après, Mohamed, oui, quand il a commencé à quand il a commencé à faire sa sauce, je me suis dit oui, parce que tomate, c'est vrai que dans la sauce tomate, tu rajoutes toujours un petit peu de sucre pour enlever l'amertume. Donc après, la fraise, ça peut remplacer le sucre. Donc il n'y a pas de souci. Son plat, moi, des 4, visuellement, c'est celui que j'ai préféré. Oui, je suis d'accord. Et franchement, c'était très joli. Et comme le dit Lucas, de toute façon, il y avait, à part Mathias, j'ai trouvé où là, bon, sans être exceptionnel dans ses commentaires, il n'y a que lui où il a trop rien trouvé à redire à la fin. Parce qu'à la fin, il lui dit, bon, Sarah, c'était trop compact. Pierre,
c'était la réglisse qui l'emportait. Et Mohamed, au final, ce qui l'a gêné, c'est qu'il n'a pas retrouvé l'olive de suite. Ouais. Voilà. Lucas, quel plat t'as préféré visuellement, toi? Visuellement, j'ai trouvé que celui de Mathias c'était pas mal. Celui de Pierre était plutôt sympa dans cette assiette verte avec des dominantes noires de la réglisse. C'est peut-être voilà, pas celui que j'aurais testé en premier, mais c'est celui peut-être que j'ai trouvé le plus joli. Et c'est vrai que pour Sarah, j'étais assez d'accord avec le chef, alors sans le goûter forcément, mais c'est dommage d'avoir mis tout ça dans une tasse ou dans un sorte de contenant un peu à la verticale. Du coup, ça a empêché de voir tout ce qu'il y avait, du coup tout le travail, même si au goût forcément on le sent. J'ai trouvé que c'était dommage parce que j'ai trouvé qu'elle s'en était très bien sortie avec voilà, son riz au lait. Le riz au lait, moi, ça m'a donné envie de le goûter, rien que par curiosité. Ne serait-ce que par curiosité, j'ai eu envie de goûter ce riz au lait, chocolat, fromage. Donc du coup, elle, c'est peut-être le visuel que j'ai le moins aimé, dans le sens où je trouve que ça a été une erreur tactique. Pour le reste, ouais, je dirais plutôt Pierre, mais les trois autres étaient vraiment très bien. Mais par contre, ouais, moi, vas-y. Je trouve que Sarah, c'est elle qui a pris le plus de risques. Parce que faire un riz au lait cannelle, chocolat, donc la cannelle, c'est une épice donc douce, mais qui peut, si tu la surdoses, ça peut t'emporter le palais et tu n'as plus que ça en bouche. Et elle met aussi du café. Donc au niveau des associations, c'est elle qui a pris le plus de risques. D'accord, ok. Moi, c'est vrai que je trouvais que en fait, le plat de Sarah, il est cohérent avec sa recette, je trouve. Là où les autres, oui, c'est peut-être une erreur tactique du coup, mais au moins il y avait vraiment une idée qui a été faite jusqu'au bout. Et comme dit Seb, c'est un risque, donc bon, bah, ça passe ou ça casse. En l'occurrence, ça ne passe pas. On l'a dit, c'est Mathias qui gagne ce premier pass. À ce moment-là, j'ai senti dans le chat de la rédaction une espèce de comment dire, un peu d'agacement envers Philippe Etchebest. Messieurs, prenons un moment pour parler peut-être de Philippe Etchebest. Est-ce que vous êtes d'accord avec on va dire l'atmosphère générale de dire qu'il en fait peut-être un peu trop avec Mathias par rapport à d'autres candidats qu'il a eu, ce qui renforce peut-être un petit peu aussi le ressenti que certains peuvent avoir pour Mathias, parce que on en fait des caisses, quoi. Moi, moi, il m'agace un peu. Je sais pas si c'est ton cas aussi, Lucas. Non, paradoxalement, non. C'est vrai que moi, j'avais un peu de mal avec Mathias en début de saison, parce qu'il était annoncé comme le favori, et puis forcément, il n'assumait pas forcément ce statut dès le début, puis petit à petit, il a commencé à l'assumer, là, il commence à être très fort. Mais c'est pas à cause de Philippe Etchebest, et le fait que Philippe soit avec lui, ça n'a rien ajouté ni enlevé à mes sentiments envers Mathias. Je trouve pas qu'il en fasse trop, je trouve qu'il est dans le personnage. Forcément, les chefs, ils ont tous un peu des personnages. Celui d'Etchebest, c'est peut-être le plus prononcé. Voilà, on sent que il est vraiment dans son personnage. C'est ce qui lui a permis de créer d'autres choses à côté avec M6. Ouais. Il faut qu'il reste dans ce personnage-là. Et là, il a Mathias. Je suis pas sûr que. En tout cas, moi, ça me gêne pas. Je suis pas sûr que ça soit tout le temps joué. Je pense qu'il y a des fois, il est sincère. Je pense qu'il est comme ça. Je fais pas partie des gens qui ont été agacés par Philippe Etchebest et par Mathias pour ça. En tout cas, après, je sais pas. Toi, Raoul, qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui te gêne? J'ai juste l'impression que par rapport à d'autres candidats qu'il a eu les années précédentes et derrière lesquels il était, il y a pas de problème. Et je suis d'accord avec toi sur ce côté personnage de chef un peu bourrin, un peu sergent de l'armée qui te remet droit dans tes bottes et qui te met une claque dans le dos pour avancer, une claque derrière la tête pour avancer, une claque dans le dos quand ça s'est bien passé. Et cette année, il y a je sais, moi je ressens une espèce de côté un peu, je sais pas, un peu lèche-botte limite, quoi, tu vois, j'ai presque l'impression qu'il idolâtre Mathias, là où les années précédentes, quand il est content des candidats, il est un peu plus taquin, un peu plus rentre dedans, là, je sais pas, c'est difficile à définir, et en fait je trouve surtout que ça se voit plus par rapport aux autres dont c'est un peu plus l'habitude, tu vois. Ouais, Michel ça a toujours été un peu le papa gentil, Hélène aussi, la maman gentille, et puis Paul un peu le bon pote, et comme Philippe il a toujours été un peu le bourrin, et que cette année il fait limite le faillot avec Mathias, quoi. Je sais pas, moi c'est comme ça que je le ressens, et ça m'énerve un peu. Il a mis quelques coups de pression quand même. Oui, faillot, oui. Mais ouais, je sais pas. Je le sens moins cette année. Voilà, c'est ça. Ça me parle moins. Et Seb, ton avis sur la question?
Ouais, c'est vrai qu'on l'a connu un peu plus rentre-dedans, quoi. Notamment, c'était avec Camille, il me semble. Et avec Martin aussi. Martin, il le Ouais, défonçait tout le Martin. temps. Mais à Après, chaque victoire, il était content. c'est pas le même, c'est pas le même non plus caractère. Non, c'est sûr. Parce que Martin était Après, vraiment les gars, très introverti. Il a quand même commencé une épreuve en allant voir Mathias en lui disant si tu te qualifies pas là, tu mérites pas ta place à Top Chef. Merci Oui. à tous et fais ton épreuve. Là, c'est compliqué quand même là, quand on commence une mais épreuve. jusqu'au milieu de saison, je trouve. Depuis, je sais pas. Mais j'entends bien que c'est ténu, hein. Voilà, c'est pas quelque chose de trop affirmé, mais au moment de la victoire de Mathias, je sais pas, il y a eu un truc, j'avais l'impression que c'était une espèce de goutte d'eau qui m'a fait réaliser que il est chiant cette année. Voilà, c'est un ressenti, hein. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas, c'est tout à fait votre droit. Deuxième épreuve, donc, et là, on va, voilà, les semaines dernières, on disait, Flash Forward, c'est chiant, on sait tout à l'avance. Là, on savait que ça se passait dans les Baux-de-Provence, très bien, mais on ne savait pas qui était le chef, et on ne savait pas qui était le deuxième chef. Parce que, bonne surprise, sur la deuxième épreuve, on retrouve Glenn Viel. Alors lui, ça devient le running gag Gilles Goujon de cette saison 12. Il a apparu plus que Gilles Goujon à l'antenne, donc c'est lui officiellement le calé-clé du studio maintenant. Et on retrouve Eston Blumenthal. Alors les mauvaises langues diront qu'il n'a pas pu rentrer en Angleterre à cause du Covid, et du coup on a rentabilisé. Bon, enfin, il vit en Provence apparemment, donc c'est pas tant le problème. Et dans un lieu que je ne connais pas et dont j'ai oublié le nom, mais où apparemment les têtes couronnées d'Europe se sont bousculées. Et on revisite un classique de la gastronomie française, encore un classique que je ne connaissais pas, en l'occurrence l'agneau en croûte et le gratin dauphinois, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Gratin de légumes. C'est un gratin de légumes. Pourquoi j'ai retenu un gratin dauphinois, moi? Ouais, parce que en fait, c'est là où il a. En fait, l'endroit donc s'appelle Lousteau de Beaumanière. Ouais. C'est là où il a dégusté ce plat à l'âge de 15 ans, et c'est là qu'il a su qu'il voulait être cuisinier. On parle de Blumenthal, là. De Blumenthal. Ouais, ouais. Et Glenn Viel, c'est là, et c'est son établissement, enfin c'est lui ça. qui est le chef maintenant. Ouais. Et donc en fait, c'était modernisé l'agneau et le gratin de légumes. Et donc lui, à la base, je crois qu'il avait goûté, oui, c'était un gratin dauphinois, ok. haricots et une selle d'agneau, il me semble. Dac. Ok, ouais, je comprends mieux. Pour moi, le but de l'épreuve, c'était de faire un gratin dauphinois à côté, et c'est pour ça que quand je vois le plat de Sarah, j'étais perplexe. Donc c'était pas ça. Très bien, mais alors déjà, messieurs, les deux chefs ensemble, moi j'ai trouvé ça génial. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Glenn Viel, on l'a dit de toute façon dans les épisodes précédents, c'est un bon personnage de télé. Blumenthal aussi. Est-ce que vous avez été convaincus par cette association, messieurs? Seb? Ouais. C'était vraiment bien, quoi. Il est toujours. Toi, t'as toujours le petit côté taquin de Glenn Viel. Je trouve qu'il est super bien. En voix off, il est excellent. En interview, il est excellent. À l'image, tu vois, à chaque fois, il va regarder les candidats. Donc, bon, il en impose. Je pense que les candidats, ils doivent un peu avoir les chocottes. Mais il a toujours le petit côté positif avec chacun. Même si, tu vois, comme avec Sarah, sa viande était légèrement trop cuite. Tu vois, certains. N'aurait pas laissé passer ça. Coucou Yannick Aleno. Ouais. Ou Eric Fréchon, vous verrez la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Mais bon, lui a l'air vraiment cool. C'est la nouvelle génération de toute façon. Ouais. Et voilà, il préfère saluer le travail et tous les points positifs des plats plutôt que même si c'était comment je vais dire moindre, le petit côté négatif. Ouais. Lucas, le duo des chefs conquis. Oui, conquis, comme tu dis, la surprise a été bonne et bien faite, puisque voilà, rarement on voit un chef, notamment étranger, faire 2 épreuves d'affilée. On s'imaginait, on réfléchissait même pas à se dire qu'il allait faire l'épreuve d'après. À aucun moment ça m'a traversé l'esprit. Pareil. Quand on le voit arriver, vu que la première épreuve a été sympa, vu qu'il a été plutôt bon, eh bien on se dit bah pourquoi pas. En plus avec Glenn Viel, comme tu disais, les deux ça marche très bien ensemble. Glenn Viel, bah, comme le disait Seb, je le trouve très bon. Voilà, il accentue toujours sur le côté positif, mais il n'est pas avare non plus de petits points négatifs. Il les dit très simplement, de manière très franche, sans tailler le candidat. Mais c'est vrai que ça change un peu des chefs qui soit sont très très froids et très durs, ou d'autres qui sont dithyrambiques sur tous les plats, et à la fin de la dégustation on se dit bah il va les faire gagner les 4. Pascal Barbeau, on t'embrasse. Voilà. Là, on sait que ce que Glenn Viel a apprécié, on sait ce qu'il a pas apprécié aussi, mais il le dit voilà très simplement, comme le disait Seb, ce qui est très bien, et il est très bon. Et les deux ensemble,
ça marchait très bien. Alors, l'épreuve, donc, revisiter l'agneau en croûte et le gratin de légumes. Alors, on peut commencer. Moi, j'ai en tête surtout celui de Sarah, donc je l'ai dit tout à l'heure. On le sait maintenant, elle n'est pas forcément fan de cuisiner la viande, mais à chaque fois elle dit ça et en fait elle s'en sort. Vous savez, c'est un peu cette fille qui était avec vous en seconde et qui, avant chaque contrôle, disait je vais complètement rater. En sortant, pleurait parce qu'elle avait raté et elle avait 18. Bon, Sarah, j'ai l'impression que c'est un peu pareil à chaque fois. Moi, ce que j'ai trouvé rigolo chez Sarah, c'est surtout cette espèce d'aubergine cramée, bon, qui a pas vraiment cramé. Heureusement que Paul Perret était là pour aller checker le four à pizza, parce que sans lui, elle aurait jamais brûlé. Derrière de limite tremper dans les herbes, j'imagine pas, je me rends pas bien compte du goût que ça a, mais Seb, apparemment c'est très frais. Est-ce que toi c'est un truc que tu sais, que tu maîtrises comme ça, la cuisson cramée et ensuite dans les herbes et tout? Non, moi ce serait plutôt le caviar d'aubergine. Ouais, ça me faisait penser au bonhomme CTLM là, de la pub. Oui, on est Donc, d'accord. le gars se roule dans l'herbe, quoi. Et ouais, j'ai trouvé que son plat, c'était limite hors sujet, quoi. Parce qu'on t'annonce, c'est moderniser l'agneau en croûte avec un gratin de légumes. Une aubergine brûlée, si tu enlèves la peau et tu la roules dans les herbes, oui, ça apporte un côté frais, mais c'est pas un gratin. C'est vrai que c'est pas très gratiné. Enfin, après, ça dépend ce qu'on entend par gratiné, mais oui, effectivement, je pense que ça ressemble pas trop. Qu'est-ce qu'a fait Mathias, messieurs? Mathias, si, il y avait une espèce de part de tarte là pour son gratin, mais je sais plus à quoi c'était. Je me souviens du visuel. Alors, il a fait une viennoise de persil et céleri branche, tuile de noisette, et ensuite il avait fait son gâteau. Et c'est là où je me suis dit, ça, il va taper Beau de Provence, il va faire un tien de légumes, où il avait fait des céleris, il a rajouté la Granny Smith pour l'acidité. Mais non, il a fait une part de gâteau, donc bon, c'était mon point négatif sur ce plat, quoi. Mais d'ailleurs, c'est bizarre, c'était limite sucré, non? Est-ce que c'était vraiment dans le thème aussi, ça? Ah oui, il n'y a pas de souci sur ça, hein. Tu rajoutes juste un tout petit peu d'acidité avec la pomme. Après, sinon, son gratin, il était composé de, voilà, il y avait céleri rave et cèpe. Ah oui, oui. Condiment céleri branche, jus d'agneau. Et de toute façon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Pour moi, ce qui a fait la différence sur ces 4 plats, c'est la sauce. Ouais, oui, effectivement. Lucas, on peut parler des deux autres qui ont eu l'air de mieux réussir leur épreuve. Alors en l'occurrence Pierre qui a gagné, mais Mohamed, le Poulidor berbère, on va l'appeler maintenant, qui le dit. En plus, c'est vrai. Il dit avant l'épreuve en une espèce de post-interview, moi j'ai jamais gagné seul, donc là je veux prouver que je peux gagner, machin. Et il arrive encore à la 2e place avec un plat qui avait l'air bon en plus. Là, moi je trouvais son agneau en croûte un peu pané limite, enroulé comme ça dans de la panure, ça avait l'air super bon. Un peu déçu quand même pour lui, j'avoue, je finis par avoir un peu le seum pour lui, quoi, de toujours finir 2e. Et un peu déçu. Après, pas vraiment de surprise. On en a parlé la semaine dernière. En fait, Mohamed, il est exactement ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que depuis des semaines, on se dit, ça va être très difficile pour les autres d'éliminer Mohamed parce qu'il passe rarement à travers. Il est vraiment très constant, il passe rarement à travers, c'est rare qu'il loupe quelque chose, même quand il devait cuisiner quelque chose autour du lait qu'il n'aimait pas, on s'est dit c'est peut-être là qu'il va passer à travers, et il avait même réussi à se qualifier. Ouais. Donc on se dit c'est difficile d'éliminer Mohamed. Maintenant, pour les quarts de finale, il ne faut pas ne pas se faire éliminer, mais il faut se qualifier. Alors voilà, c'est un peu c'est du langage, mais c'est des effets de langage, mais c'est ça, il faut gagner des épreuves. Et malheureusement, Mohamed, il en a jamais gagné. Et on le voit là sur les deux épreuves, il est placé sur la 2e. Sur la première, bon, on n'a pas de classement, mais je pense qu'il était pas mal, mais il gagne pas. Et en fait, c'est ça le problème avec Mohamed. C'est comme tu dis, on a presque de la peine entre guillemets pour lui. On aimerait bien qu'il en gagne une, mais il gagne pas alors qu'il est bon, voire très bon. Mais il y a toujours quelqu'un de meilleur que lui sur une épreuve donnée. Ouais, et alors le meilleur que lui sur cette épreuve-là, c'est Pierre. Ça a été assez
je trouve qu'il y a eu un moment dans la dégustation, je crois qu'en plus il est le dernier à être dégusté, et où les 4 chefs regardent. D'ailleurs, je trouve ça sympa que les candidats aillent le donner, présenter aux chefs. Je trouve ça toujours plus cool. Oui, du coup, il peut y avoir un peu de biais de la part des chefs en fonction de comment c'est présenté par les candidats. Mais je trouve que du coup, c'est plus sympa parce qu'ils peuvent un peu expliquer leur plat et tout, donc c'est toujours intéressant. Et au moment où Pierre fait la dégustation avec les chefs, les 4 chefs de brigade sont devant l'écran et là, dans les voix de Philippe, de Paul et de Hélène, Seb, j'ai l'impression que les 3, ils ont compris que c'est Pierre qui va gagner et Michel Saran est tout sourire. À ce moment-là, je crois, en tout cas moi, il n'y a plus trop de suspense. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça aussi? Oui, même avant. Là, pour Ah ouais. te dire, moi, quand... oui. Là, tu vois la différence de... Voilà, pourquoi Mohamed n'a pas gagné. Peut-être aussi qu'il y a un souci de coaching. Parce qu'au final, Pierre, il peut il peut dire merci à Michel Saran pour la victoire. Au final, il était parti pour une recette un petit peu classique. Il lui a dit, attends, il faut que tu twistes, faut que tu trouves quelque chose. Donc, il lui a trouvé la langue d'oursin, donc pour lier sa sauce, une association de terre-mer. Donc, c'est la seule c'est le seul dans ce cas-là. Donc, pour moi, quand M6 a fait le plus le focus sur ce point-là, je me suis dit, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Et effectivement, Glenn Viel, dès qu'il goûte la sauce, donc il y revient, et il trouve qu'en fait tous les éléments se marient à perfection. Ils sont le poivron, ils sont le citron, ils sont l'oursin. Et puis après, c'est inversement, toutes les saveurs se ressentent dans l'autre sens. Donc moi, c'est dès que Michel Saran lui a demandé de se canaliser, d'arrêter avec son réglisse, ses asperges. Il faut mettre de l'asperge réglisse, quel ouf. Donc dès qu'il a demandé de se canaliser, il lui a demandé de trouver une association qui allait bien marcher. Là que je me suis dit, c'est bon, s'il finit pas premier, il finira deuxième, mais c'est ce qui va faire la différence. Et d'ailleurs, à tel point que le chef Blumenthal, quand il goûte, je crois qu'il commence par goûter la sauce de Pierre, et déjà là, il dit waouh, ça c'est incroyable, alors que il a même pas goûté le plat. Et là, effectivement, là c'est à ce moment-là, c'est assez fort. Lucas, Seb parle de bon coaching de Michel Saran. Moi, j'étais presque déçu qu'il ne le laisse pas faire sa connerie avec l'asperge et la réglisse, non? Clairement. Je me suis retrouvé là, le côté un peu orgueilleux. Bon, ok, il y a Blumenthal, il est là. Je vais mettre un peu d'asperges et de réglisse. On va voir si j'arrive pas à les faire à se marier ensemble. Mais non, plus sérieusement, on a été déçus qu'il lui ait dit ça, mais je pense, du coup, la victoire le prouve, mais oui, qu'il a bien fait de lui dire, comme dit Seb, c'est du bon coaching. Voilà, il y a des candidats qu'il faut pousser à être créatifs, à sortir un peu de leur plate-bande. Il y en a qu'il faut restreindre un petit peu, qu'il faut canaliser. Je pense que c'est le cas de Pierre, et c'est pour ça que Michel Saran est bon là-dedans. Il a compris. Maintenant, ça fait plusieurs épreuves qu'il est avec lui. Il connaît depuis le début de la saison. Il sait que c'est quelqu'un qui peut partir un peu dans tous les sens, qui a des très bonnes idées, mais qu'il faut canaliser. Et force est de constater qu'il le fait plutôt bien en ce moment. Ouais. Donc voilà, le deuxième passe remporté par Pierre, explosion de joie dans le chat de la rédac, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Bien sûr, nous sommes tout à fait objectifs, c'est faux. Et on l'a dit donc, 1 pour Pierre, 1 pour Mathias, 0 pour Mohamed et 0 pour Sarah, et tout de même la mention des chefs pour le plat de Mohamed, qui se retrouve encore deuxième, et qui va peut-être finir par remporter un pass, je l'espère pour lui. La suite de Top Chef, ça va être la suite des quarts de finale. Alors, en 1 ou 2 émissions, on ne sait pas, on verra bien, mais il reste une épreuve au Bristol avec Eric Fréchon sur l'œuf. Un œuf, en tout cas la bande-annonce nous laisse entendre un œuf qu'on n'a jamais mangé. En tout cas qu'Éric Fréchon n'a jamais mangé, donc nous peut-être pas non plus. Et alors il y a une chef à un moment. Oui, mais alors c'est quoi son épreuve à elle? Est-ce qu'elle dit un truc? Oui, il faut cuire dans un contenant naturel. Oui.
Ah oui, et c'est là où on voit que le montage est tout claqué, c'est que on voit Pierre dit un truc, là on voit Hélène et Michel et Philippe qui disent quelque chose comme ah c'est incroyable, il est fort, et là Michel Saran en interview solo qui dit je trouvais ça génial. Mais ça, on l'a déjà vu en fait, c'est déjà quand il fait sa première épreuve, et je me suis souvenu de ce moment, ils abusent là, ils nous remettent la même bande-annonce qu'au début alors qu'on l'a déjà vu. Bref, donc voilà. Reste à savoir si ce sera en une ou deux émissions. On va en reparler dans un tout petit moment. Est-ce qu'on a fait le tour du débrief, messieurs ? Je crois que oui. Oui, très bien. Oui. Eh ben alors, j'envoie un petit jingle et puis on passe à nos flops et nos tops. Vamos, 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 vamos! Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début, je voulais faire un kebab, un pitibab. Allez, on passe à la dégustation. Le flop et le top, messieurs, il est temps d'attaquer ce qu'on n'a pas aimé et d'encenser ce qu'on a bien aimé. On va commencer par toi, Seb, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous donner ton flop pour commencer ? Mon flop, c'est pour nous, c'est la chaîne qui a été brisée. Pas de points pickles cette semaine. Aïe, terrible. Aucun candidat n'a fait de points pickles. On attend qu'ils se reprennent la semaine prochaine. Ouais, je suis extrêmement déçu, et à tel point que je me dis qu'on peut peut-être tricher et se dire qu'en fait, non, mais c'est sur l'ensemble des quarts de finale qu'il y aura un point pickles. Parce que oui, la blague, c'est que depuis le début de la saison, et je vous jure que c'est vrai, parce qu'au bout de 2 semaines consécutives, au début, ça a marqué, il y a eu au moins un candidat à chaque fois qui a fait un truc avec des pickles. Et là, hier, il n'y a pas eu. Bon, c'est vrai qu'il y a moins en moins de candidats et qu'il n'y avait que 8 plats, mais quand même, on n'a rien eu en pickles, même pas des petits pickles de chips, de poivrons, de ce que vous voulez. Donc je te rejoins, Seb, c'était très décevant. On espère qu'ils vont se rattraper. Lucas, ton flop ? Moi, je vais dire comme flop la deuxième épreuve. J'ai pas trop développé tout à l'heure, mais c'est vrai que je suis pas un énorme fan des épreuves où il faut revisiter un plat déjà donné, qui donne beaucoup de contraintes. Là, on savait que c'était de l'agneau, gratin de légumes. Du coup, ça donne souvent des plats qui se ressemblent. Alors, je sais que tous sont différents, qu'ils essaient justement comme ils disent, de revisiter, donc du coup de sortir un petit peu de ce qu'on connaît, mais je trouve que pour une saison qui est mise sur la créativité, je trouve que ça restreint un petit peu les candidats, et du coup je suis pas forcément fan de ce genre d'épreuve, donc du coup ça sera mon flop, cette deuxième épreuve. D'autant plus par rapport à la première que tu avais trouvé très créative, non ? Qui sera mon top, spoiler alert. Aïe, terrible. Alors, je te trouve un tout petit peu dur peut-être sur le fait que ça se ressemble, parce que j'ai trouvé que justement chaque candidat avait un peu sa patte dans les plats. Est-ce que je me trompe complètement, Seb ? Mais j'ai eu l'impression que c'était plutôt varié, non ? Est-ce que tu es d'accord avec Seb ou avec Lucas sur ce point-là ? Oui, je le rejoins assez. Hein. J'avais eu 2 selles d'agneau, 2 canons d'agneau. Déjà, tout le monde a fait ça. Donc, non, alors là, je suis pas bouché, je peux pas te dire. Dans l'agneau. Ensuite, Sarah a opté pour une chapelure d'olive. Pierre, c'est sur l'artichaut. Mathias et Mohamed avec de l'herbe. Et donc, ce qui a fait la différence, au final, c'est le seul dans le jus qui a apporté un petit supplément, c'est Pierre avec son oursin. Parce qu'après, tous les restes sont partis sur des jus de viande, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, non mais d'accord, vous m'avez convaincu. Après, si je peux défendre mon point de vue, c'est vrai que vas-y. Forcément chaque candidat met sa patte, heureusement, parce que sinon on fait tous la même chose et c'est celui qui cuit le mieux l'agneau qui l'emporte. Donc forcément, ils essayent tous de mettre un petit peu leur patte, mais les contraintes font que par obligation, ça se ressemble, comme dit Seb. L'agneau, pour faire un agneau en croûte, on peut pas. Il y a que certaines parties de l'agneau. On n'a pas à disposition une multitude de choix. Pour les légumes, il y a beaucoup de légumes, mais forcément, on tourne souvent sur les mêmes parce que c'est ceux qui s'accordent avec l'agneau. Et donc, du coup, ça donne une épreuve. Bien sûr que les plats sont différents, mais par rapport à d'autres épreuves, je trouve que les plats se ressemblent. Par rapport à des épreuves où c'est complètement différent, par rapport à, justement, par exemple, la première, je trouve que ça restreint trop pour moi.
Ok, non, mais j'entends, je t'accorde avec plaisir ce flop, comme si c'était moi qui décidais. Alors moi, mon flop, en fait, j'ai écrit les quarts de finale en 3 semaines. Je m'explique, c'est pas que je suis mécontent dans l'idée que ça dure 3 semaines, toujours plus de plaisir et donc toujours plus de podcasts, donc on est ravis. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que on a toujours 3 épreuves par semaine. Là, on en a que 2. Et comme il faut bien que l'émission dure tout de même un certain temps, on a beaucoup de rajouts de... je me souviens, quand elle est arrivée en semaine 1, Sarah avait fait ce plat qui était très bon. Et puis après, je me souviens qu'en semaine 2, elle avait fait ce plat aussi. Et puis en semaine 3, elle avait fait ce... Et ça, pour tous les candidats, on t'aurait fait un peu le flashback de leur saison. Je veux bien croire qu'il y ait peut-être un intérêt pour représenter les candidats aux gens qui n'auraient pas été très attentifs toute la saison et qui là se sont dit tiens c'est les quarts de finale, pourquoi pas regarder. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça, mais pourquoi pas. Mais du coup ça donne une émission qui est un peu bâtarde, qui est à la fois longue dans le montage et dans le temps qu'on passe sur les candidats, mais à la fois courte aussi parce qu'on a que 2 épreuves, on n'a pas d'éliminés, c'est normal. Et ça risque de durer 3 semaines si jamais la semaine prochaine il n'y a que 2 épreuves et que c'est Sarah et Mohamed qui gagnent. Bon ben comment on fait ? Ça veut dire que la semaine d'après il y a 3 épreuves et puis il en faut bien un qui gagne à chaque fois. Donc bon, le format me plaît moins et c'est un peu moins rythmé. Voilà, c'est ça que je dirais parce que il y a ce choix de la prod qui est fait. Bon, ben, c'est un choix comme un autre. Et je critique le montage, mais il y a quand même un moment qui était rigolo, messieurs. C'est quand ils nous ont refait l'espèce de beatbox de Pierre sur la 2e épreuve. Avec son tac tac bang bang et tous ces bruitages, là clairement les types au montage se sont fait un petit kiff et c'était assez rigolo. Oui, vas-y. Après je te rejoins. Déjà je pense que par obligation ça va se faire en 3 semaines parce que j'ai du mal à imaginer que la semaine prochaine il y ait 4 épreuves. Et donc du coup c'est le minimum qu'il faudrait, 4 épreuves pour qu'il y ait 3 candidats qui se qualifient, donc même si Mathias passe, Pierre passe et qu'on a une 3e épreuve que Sarah ou Mohamed l'emporte, il en faudra une 4e, donc forcément il y aura une 3e semaine et donc potentiellement à mon avis comme tu le disais 2 épreuves uniquement la semaine prochaine. Par contre, c'est vrai, voilà, ils ont, je te rejoins, ils ont rallongé un peu, presque par obligation. Alors, ils ont un peu essayé d'éditorialiser les flashbacks, comme tu disais, avec Pierre, c'était drôle de temps en temps, mais c'est vrai que pour nous, en tout cas, qui regardons chaque semaine assez attentivement, religieusement presque. Voilà, ce sont quand même des séquences dont on pourrait se passer. Pour faire avancer l'émission, et c'est vrai que du coup ça donne une émission avec uniquement 2 épreuves qui est aussi longue que d'habitude, mais forcément on n'en ressort pas autant de matière que d'habitude. Et d'autant plus que si là cette semaine ils ont fait ça et que la semaine prochaine c'est encore 2 épreuves, mais ils vont nous ressortir quoi comme flashback? Ils vont nous sortir le bêtisier, les coulisses, le making of avec les commentaires du réal. Je sais pas, j'ai un peu peur de la durée que ça peut prendre, donc bon, on verra, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir regardé. Le top tout de même, parce qu'il y a aussi des choses qui nous ont plu hier. Seb, quel est ton top ? Mis à part Glenn Viel, le chef Blumenthal qui essayait de parler français, c'était rigolo, il a fait un effort. Donc ça j'ai bien apprécié. Ouais, alors je saute sur l'occasion pour dire que c'est mon top aussi. Le chef Blumenthal et de manière générale, alors déjà parce qu'il parle anglais et puis là c'est instant 36-15 my life, mais moi petit on avait des amis anglais avec qui on a grandi, dont on est très proche, et d'entendre des anglais parler avec cet accent anglais en français, ça m'a toujours fait un petit truc. Et puis après Johnny Wilkinson bien sûr. Voilà, donc les anglais qui parlent français j'adore, et puis trop sympa, tu disais Lucas au début, il fait tout une mise en scène. Si derrière il tient pas niveau charisme, ça retombe, et il a tenu, tu vois, et il y a une gueule avec ses lunettes de Fabien Galtier, avec cette dégaine qu'il a, avec cet accent, avec les plats qu'il propose et tout. Enfin vraiment il y avait tout qui fonctionnait hyper bien, donc j'étais très content de le voir et de le revoir dans la 2e épreuve. Et petit spoiler peut-être, mais on verra, sur l'Instagram de Eston Blumenthal, il est précisé qu'il a participé à 3 épreuves. Donc est-ce qu'on va le revoir dans un quart de finale? Peut-être. Ce serait rigolo en tout cas, mais moi je serais toujours très content de le revoir. Lucas, ton top? Déjà, petit mot avant de lancer mon top. Je partage votre top, messieurs. Voilà, en tant que fan d'accent,
fan absolu d'accent. Voilà, on a enfin eu un accent dans cette émission. Voilà, je misais tout sur Thomas. Et ouais. Bon, il a pas forcément été à la hauteur de ce qu'on imaginait, mais voilà, Aston Blumenthal il a été. Je regrette peut-être juste parce qu'apparemment il habite en Provence. Je regrette peut-être juste un petit bonhomère avec l'accent anglais ou quelque chose, voilà, un petit accent comme ça. Voilà. Donc bon, c'est mon seul regret, mais sinon ouais, je partage votre top. Pour le mien, du coup, voilà, j'ai un petit peu spoilé tout à l'heure, ça sera l'épreuve numéro 1. Uniquement pour le côté créatif, j'ai trouvé que c'était vraiment à ce moment-là qu'on voyait la créativité des candidats. Ils ont que quelques minutes pour trouver un plat qu'ils n'ont certainement jamais fait, parce que souvent, voilà, ils s'appuient sur des choses qu'ils ont déjà faites. Du coup, là, voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, voilà, de voir des associations dont on n'a vraiment pas l'habitude de goûter ou de manger. J'ai trouvé ça très bien. Voilà pour nos top et nos flops, messieurs. On l'a dit, donc plus de power ranking puisque pas d'élimination, et puis voilà, le classement on l'avait fait. On a mis Mathias en 1, Sarah en 2, Pierre en 3 et Mohamed en 4 de mémoire. Non, Sarah en 3 je crois. Non, Pierre en 2, Sarah en 3 et Mohamed en 4. Aujourd'hui on a bon, puisque les 2 premiers ont déjà un pass. On n'a pas vraiment d'idée de comment les épreuves peuvent s'enchaîner, d'autant qu'on ne sait pas dans quel ordre elles se font. Mais si aujourd'hui vous deviez prédire un petit peu à l'instinct, je dirais, la suite des événements, est-ce que vous êtes toujours d'accord sur les 3 qui devraient passer? Est-ce que Mathias peut se qualifier très vite? Comment vous imaginez la suite du concours? Si vous voulez, je me lance. Moi, j'avais dit, je pense que Mohamed ne passerait pas sans doute parce qu'il n'arriverait pas à gagner, en jouant un peu ce qu'on disait tout à l'heure, à gagner suffisamment d'épreuves à lui tout seul pour battre les autres. Et ça me ferait... J'aimerais bien que au moins tous les candidats aient un pass et que du coup Mathias part en premier, Pierre passe en 2 et ensuite finale Sarah, Mohamed et Sarah qui passeraient. C'est comme ça que je l'imagine. On verra si j'ai raison ou tort. Quel scénario est probable selon vous? Qu'est-ce que vous imaginez, Lucas? Est-ce que tu as une idée? Plutôt d'accord avec toi. Moi je pense que les 2 qui ont récupéré leur pass cette semaine vont se qualifier en demi-finale. Alors est-ce qu'ils vont se qualifier directement ou pas? Lequel sera le premier? C'est vrai que c'est difficile à dire, mais je pense qu'ils vont se qualifier. Exactement, ça dépend des épreuves. Je pense que Sarah va se qualifier, et voilà, exactement pour les raisons que tu as évoquées, qu'on a déjà évoquées pendant l'émission. Je vois mal Mohamed gagner, alors que Sarah, comme je le disais la semaine dernière, elle est peut-être un peu irrégulière, mais elle a la capacité sur une épreuve de battre les 3 directement. Ouais. Elle n'a même pas besoin d'attendre que Pierre passe ou que Mathias passe. Elle a la capacité de les battre tous les 3 d'un coup, donc comme ça, elle peut récupérer un pass. Et voilà, ce serait pas déconnant qu'elle en récupère 2, surtout si il y a une dernière épreuve face à Mohamed. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, je vois Pierre et Mathias passer et Sarah passer, voilà, pour toutes ces raisons-là. Seb, est-ce que Mohamed il prend au moins un pass d'après toi? Parce que depuis tout à l'heure on dit que non, mais oui, je pense qu'il en prendra au moins un. Spoiler, peut-être l'œuf. Ouais, il a bossé avec Fréchon, non, Mohamed, il me semble. Ils le disent qu'il a travaillé un peu, peut-être pas au Bristol, mais qu'il a travaillé avec Eric Fréchon, je suis quasi sûr. Donc bon, donc il prend au moins un pass pour toi. Je pense il va en prendre un. Et après, oui, sinon, comme vous, je pense que ça sera Sarah, parce que Sarah est mieux coachée. Et elle a su gagner cette saison. Et elle a cette grain de folie, cette touche de créativité que Mohamed n'a pas. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du coaching, mais ça joue, et en fait on l'a soulevé notamment avec Michel Saron, mais c'est vrai que ouais, on arrive au moment où avoir le bon chef de brigade peut faire la différence, donc on verra. Sur la deuxième, voilà, comme je le répète, Mohamed, il aurait été un petit peu poussé dans ses derniers retranchements, peut-être qu'il aurait eu l'idée de mettre plus en avant l'olive, et ce qui aurait pu faire la différence. Ouais. Comme souvent, vous entendez un enfant en fond sonore derrière moi. C'est normal, tout est sous contrôle. Et puis de toute façon, c'est la fin, messieurs, dames, de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour débriefer la suite. Et sans doute que la suite et pas la fin des quarts de finale. D'ailleurs, maintenant que j'y repense, ça remet peut-être un peu en cause le programme qu'on avait prévu. Bon, il va falloir qu'on se repenche collégialement sur la suite des activités. Mais on a toujours bon espoir de faire venir des personnalités
remarquables dans ce podcast, et sans doute que vous en aurez dans une des prochaines émissions, on l'espère en tout cas. Merci donc beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast en ligne. On est sur les réseaux sociaux, évidemment, pas du tout Nerfdiscast. Nerfdiscast, c'est mon autre podcast sur l'Overwatch League que je fais quasiment en même temps, donc bien sûr je m'embrouille. C'est Micro-Ondcast, voilà. C'est Micro-Ondcast pour micro-ondes, petit instant autopromo. Et sur Facebook et Instagram, c'est Micro-Ondes Podcast. Sur Twitter, bien sûr, vous pouvez retrouver Lucas @elvola. Et pas Lucas Vola c'est quelqu'un d'autre. Là c'est Elvola et Sébastien_TDA pour Seb, je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Tu vois Lucas, lui je me trompe pas, parce que lui c'est cohérent. Je vois qu'il y a des préférences surtout. Peut-être. Et moi c'est Atraoul VDG. Merci à vous deux messieurs d'avoir été avec moi aujourd'hui. Toujours un plaisir. Plaisir partagé, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer toujours la suite de Top Chef saison 12. Très bonne fin de semaine à tous, bon appétit et des bisous. Ciao, ciao. Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh là. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti.